Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui est dédié aux présentations des résultats du coût de production pour le secteur bovin d'abattage. Je me présente, je suis Maxime Dalmeda, et conseiller aux affaires économiques pour les producteurs de bovins du Québec. Pour l'animation de la rencontre, je vais être assisté de ma collègue Anaïs Gingras, qui est agente à la mise en marché. Alors, avant de commencer, j'aimerais rappeler quelques consignes. Déjà, dès l'entrée, comme vous l'avez remarqué, les caméras et les micros sont coupés. Il y a une période de questions-réponses qui est prévue après la présentation, mais toutefois, durant la présentation, si vous avez des questions, notamment des questions de compréhension, vous pouvez les poser et on va essayer d'y répondre. Pour intervenir dans la rencontre, il y a deux moyens d'intervenir et là, je vais vous montrer ici. Il y a pour les consignes pour intervenir pendant le webinaire. La première manière d'intervenir, c'est d'utiliser la fonctionnalité lever la main. Comme vous voyez ici, il y a une petite fonctionnalité lever la main. Il y a une main levée ici en bas. Vous cliquez sur la main levée. Je vous donne la parole en vous invitant à allumer votre micro. Donc, vous recevez une notification qui dit, je souhaite que vous réactivez votre son. Vous n'avez juste qu'à appuyer sur activer et vous pourrez poser votre question de vive voix à toute l'assemblée. Alors, la seconde manière d'intervenir pendant le webinaire, c'est d'utiliser la fonctionnalité Q&R. C'est pour questions et réponses. Vous tapez juste sur l'icône Q&R ici et vous avez ensuite cet onglet qui s'affiche et qui dit Bienvenue aux questions-réponses. Vous n'aurez juste qu'à taper votre question dans la partie, taper votre question ici et puis cliquer sur Envoyer. Alors, ma collègue Anaïs va se charger de lire la question. Je ne sais pas si juste là, il y a des questions sur les deux manières d'intervenir. S'il n'y en a pas, on va passer dans le vif du sujet. Comme vous le savez, l'étude de coûts de production pour le secteur bovin d'abattage, comme l'ensemble des études de coûts de production qui sont réalisées dans le cadre du programme ASRA, sont réalisées par le Centre d'études sur les coûts de production en agriculture. Ce matin, nous avons la chance d'avoir avec nous le directeur du centre, M. Francis Boulet, et l'économiste en chef, M. Jean-François Drouin, qui vont se charger de nous présenter les résultats de l'étude. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à M. Jean-François Drouin. Jean-François, tu as la parole. Alors, merci Maxime. Bonjour à tous. Je suis Jean-François Drouin, économiste principal au CECPA depuis une dizaine d'années. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter les résultats de notre étude de coûts de production. C'est le fruit de plus d'un an de travail là, de toute notre équipe, environ une quinzaine de personnes. Mais également, je tiens à remercier toutes les entreprises participantes à l'étude de coûts de production qui ont pris le temps de répondre à nos questions, de bien valider l'information. C'est principalement grâce à eux là, qu'on a des résultats de qualité que je vous présente aujourd'hui. Il y a également un comité sectoriel qui est en place là, pour suivre les travaux de l'étude. Donc, on a des représentants des producteurs de bovins du Québec. Il y a Maxime, il y a Ève Martin qui est là, entre autres, ainsi que plusieurs producteurs là, impliqués dans la fédération. Il y a également des représentants de la financière agricole, puis des représentants du ministère de l'Agriculture qui suivent les travaux, qui commentent les méthodologies et qui partagent leur expertise du terrain. On les en remercie. Donc, le plan de ma présentation aujourd'hui est assez simple. Hein? On va faire un survol de la population à l'étude. Pour bien comprendre les résultats, il faut comprendre qu'est-ce qu'on cherche à représenter. Finalement, ensuite, je vais faire la présentation des résultats tant au niveau technique, financier que le coût de production. Puis, on va se laisser du temps à la fin là, pour répondre à toutes vos questions. Donc, la population à l'étude. Au niveau du programme Astra, c'est 276 entreprises qui sont assurées, mais la majorité de ces entreprises-là, c'est des entreprises de veau d'embauche. C'est la portion plus grande que 750 livres là, qui est assurée au programme. Celles-là ne sont pas incluses dans la population qu'on vise. On vise plutôt les entreprises qui commercialisent les bouvillons sur base carcasse. Donc, ce n'est pas vendu vif, c'est vendu carcasse. Ça représente 83 entreprises. Puis, on définit notre entreprise spécialisée dans ce secteur-là à 300 bouvillons et plus. Ce que ça a pour effet, ça, c'est les entreprises de veau d'embauche qui
engraissent leur veau jusqu'à l'étape de bouvillon pour commercialiser sur base carcasse. Là. La majorité de ces entreprises-là ne sont pas incluses dans les productions. On vise aussi des entreprises dont les revenus proviennent principalement, majoritairement de l'agriculture et aussi majoritairement des revenus agricoles qui proviennent du bouvillon d'abattage. Donc, au final, on a un échantillon de 32 entreprises. C'est un recensement. Là, on a pratiquement toutes les entreprises qui font partie de l'échantillon final. On peut trouver que c'est peu, 32 entreprises pour être représentatif, mais il faut mettre ça en perspective. C'est quand même 82 des kilogrammes assurés au programme ASRA qui sont représentés par ces 32 entreprises-là. Donc, on a vraiment une bonne représentativité du secteur dans les tous les résultats que je vais vous présenter un peu plus tard, ben, c'est une moyenne des résultats de ces 32 entreprises-là. Donc, à chacune d'entre elles, on collecte l'information et c'est la compilation, la moyenne pondérée sur une base de un bouvillon, un vote, et non pas sur une base d'une entreprise, un vote. C'est vraiment chacun des bouvillons qui compte pour le résultat que je vous présente aujourd'hui. Jean-François, j'aurais une question dans le chat. L'entreprise non retenue est-elle au courant? Non, l'entreprise, dans le fond, on a suivi tout le processus auprès d'elle, on a fait toutes les validations. Puis c'est vraiment à la fin, à la toute fin, là, qu'on a fait un comité interne pour juger que les résultats, il y avait des incohérences. Donc, ça n'avait pas la qualité adéquate là, pour faire partie de l'étude. Mais l'entreprise a reçu son paiement, elle a fait tout le processus, elle a eu ses validations, etc. là. Merci. Donc, ça m'amène au niveau pour les résultats techniques en premier lieu. Étant donné qu'une bonne portion des entreprises est la même que l'étude 2015, vous allez voir des similarités importantes. Là. Entre autres, au niveau de la taille, on était à 2200, on est à 2130 bouvillons vendus. Des fois, je vais utiliser le terme équivalent bouvillon ou le terme bouvillon. À toute fin pratique, c'est la même chose. Là. Un équivalent, c'est simplement le nombre de kilos de gain qui est produit pour faire un bouvillon. Donc, c'est le gain par bouvillon qu'on voit juste à côté, là, à 360 pour l'étude 2020. En hausse quand même, depuis la dernière étude, on a 5 kilos, donc un petit peu plus de 10 livres de plus pour chacun des bouvillons qui est produit. Quand je vais présenter les résultats économiques, ça a une importance. J'ai choisi de présenter les résultats sur une base de kilos plutôt que par bouvillon pour cette raison-là, parce qu'on n'a pas le même poids là, qui est produit pour chacun des bouvillons. Sinon, au niveau des résultats, c'est relativement semblable en termes de durée d'élevage. On a légèrement plus de femelles que la dernière fois. Le gain journalier en termes de performance est un peu plus élevé. Puis la mortalité également, mais on voit un haut pourcentage à 18 mais somme toute, ça reste une mortalité relativement similaire à la dernière étude. Donc, vous avez vu apparaître une pointe de tarte. J'espère que vous n'êtes pas au régime dans vos résolutions de l'année. Je vais vous en présenter plusieurs en termes de tarte. Et c'est la façon la plus imagée qu'on a trouvé de présenter la répartition des entreprises. Oui, on a la moyenne là, pour le gain journalier à 1,45 kg par jour ou 3,2 livres par jour pour ceux qui aiment mieux parler en livres. Mais ce n'est pas toutes les entreprises qui sont à ce niveau-là. On en a 15 des entreprises qui sont à 1,3 kg et moins, donc 2,9 livres par jour. Puis, à l'opposé, on a 15 des entreprises également qui sont à plus de 3,5 livres par jour ou 1,6 kg par jour. Donc, chacune des strates, là, on peut voir une proportion des entreprises. Donc, vous pouvez vous positionner par rapport à la moyenne. Là, je sais que c'est trop rapide pour le faire maintenant, mais dans nos rapports d'études, vous avez toutes ces informations-là pour pouvoir positionner votre entreprise dans la distribution qu'on présente. Ça permet de respecter la confidentialité des résultats et des données obtenues. Là.
Ensuite, au niveau des résultats techniques, on observe quand même une différence importante par rapport à la dernière étude. C'est qu'on a plus de superficie en culture, donc plus d'aliments qui sont produits à la ferme. Oui, OK, il y a beaucoup de chiffres dans cette diapo-là, mais ce qu'il y a à retenir, là, c'est le maïs fourragé principalement, qui est plus présent dans l'alimentation, contrairement à la dernière étude. Et on a un petit peu moins en contrepartie d'utilisation de grains et de concentrés. L'effet que ça a sur la conversion alimentaire, on observe une conversion un peu meilleure que la dernière étude, donc moins d'aliments consommés pour chacun des kilos qui sont produits. Donc, on voit encore la répartition. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la conversion alimentaire. Je n'entrerai pas dans les détails ici, mais sachez que ça fait l'objet d'une attention particulière dans cette étude-ci, étant donné qu'on avait, la proportion des femelles est un petit peu différente par rapport à la dernière fois, puis il y a beaucoup de changements dans la ration alimentaire. On a demandé de porter une attention particulière dans nos validations, ce qu'on a fait auprès des entreprises. Donc, ça varie, tout comme la dernière fois, là, entre 6,5 de conversion jusqu'à 8,3, puis la moyenne est au même endroit ou très près là, à 7,5, un petit peu meilleur, comme je l'ai dit tout à l'heure. On aurait une autre question dans les déjà là. Est-ce que les entreprises à l'étude, est-ce qu'il y en a qui utilisent des implants et d'autres non? Est-ce que c'est considéré là, dans les résultats? Oui, c'est considéré. Dans le fond, la majorité utilise des implants, puis c'est tel qu'observé vraiment. Donc, si l'entreprise l'utilise, c'est là. Et si c'est pas utilisé, ça n'est pas là. Lors de la dernière étude, on avait des entreprises qui produisaient des bouvillons de spécialité. Là. On en a moins, on en a plus, je pense, à cette étude-ci. Donc, ça fait partie aussi des résultats. C'est la moyenne observée auprès de toutes les entreprises. C'est considéré. Oui, merci. Si je vais continuer au niveau des résultats techniques, je vous ai dit qu'il y avait des changements au niveau des superficies en culture. C'est vraiment le fait marquant de cette étude-là. On a une hausse de 40 des superficies. Les superficies en fourrage, on a une hausse de 48 puis on a quand même 70 hectares de plus qui sont pour la production de grains. Ça inclut tout le maïs grain, tant épi que maïs humide, le soya et toutes les autres cultures qui sont produites à la ferme. C'est venu changer considérablement la structure de coût et la ration. Puis on voit que, bon, en moyenne, il y a plus de superficie en culture. On a quand même un 25 des entreprises qui ont pas ou très peu de superficie en culture. Là. On a choisi de présenter les résultats par 100 bouvillons pour donner un chiffre un peu plus grand, un ordre de grandeur. Donc, on a 8 hectares et moins, puis il y en a qui ont plus de 30 hectares par 100 bouvillons. C'est vraiment le fait marquant, comme je vais vous dire, mais on va le voir plus dans les résultats économiques. Au niveau des heures qui sont consacrées, veuillez excuser, là, il y a encore un vache qui traîne, mais c'est vraiment les heures par bouvillon. Donc, on a 5,5 heures par bouvillon qui est fait. C'est encore l'exploitant qui fournit, si on veut, environ la moitié, un petit peu plus de la moitié du temps qui est consacré au bouvillon. On a une hausse un peu de la famille à cette étude-ci, mais somme toute, le temps est similaire qui est consacré. La hausse de 0,2 heures par bouvillon, ça provient vraiment des cultures, donc on a plus de superficie et plus de temps qui est consacré là, à ce niveau-là. Si on regarde pour vous situer en termes d'heures par bouvillon, ben là, c'est vraiment les heures qui sont directes. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas notre 5,5. J'ai voulu enlever l'effet qui serait en lien avec les cultures. Donc, pour directement au bouvillon, c'est 3,5 heures là, pour le soin des animaux, l'alimentation, etc., là, qui sont consacrés en moyenne. Vous voyez, vous avez dans le rapport d'études la distribution. C'est vraiment généralement la taille qui peut faire varier, faire en sorte qu'il y a moins ou plus d'heures qui sont consacrées. Sinon, il y a la proportion de veaux qui sont à forfait, produits à forfait par d'autres entreprises.
on n'a pas les heures qui sont consacrées pour ces bouvillons-là. Donc, ça peut faire varier là, d'une entreprise à l'autre. Ça termine un peu ce que je voulais vous présenter au niveau financier, au niveau technique. Si on va au niveau financier, je vous présente maintenant par bouvillon les actifs des entreprises. Je dois faire un petit peu de méthodologie. C'est des actifs qui sont présentés vraiment à la valeur au livre. Ce n'est pas de la valeur marchande. Donc, dans l'interprétation, là, ça fait une bonne différence. C'est au 31 décembre 2020 également. Donc, le prix des aliments, entre autres en inventaire, qui a augmenté en 2021, ce n'est pas considéré là, dans ce que je vous présente ce matin. Par rapport à la dernière étude, on a évidemment une valeur des animaux qui est en baisse comparativement à 2015. C'est ça, je n'apprends rien à personne que le prix des animaux a diminué là, 2015 étant un pic. C'est vraiment au niveau des immobilisations qu'on a une augmentation. C'est le fonds de terre. Il y a des fonds de terre qui sont acquis récemment. Il y a une hausse de 82 %, donc presque doublé. Et toute la machinerie là, pour la production des cultures qui vient avec. Donc, on a une augmentation quand même des actifs de 18 % par rapport à la dernière fois. Peux-tu faire varier... Oui, excuse-moi. Peux-tu revenir avec tes heures par vache, dans le fond, ou par bouvillon là, du tableau précédent? On avait une question par rapport, là, on dit un 5,5 heures par vache, mais par bouvillon, on se comprend. Puis qu'on a dans le tableau entre 2 et 4 heures par bouvillon. Oui, dans le tableau plus blanc, vous voulez dire? Je vais reprendre un peu plus lentement les explications. Oui, on oublie le vache, c'est des heures par bouvillon. Mon total est de 5,5. Du 5,5, j'en ai 2,4 qui viennent des exploitants, 0,9 qui vient des gens de la famille et 2,2 qui vient des salariés de l'entreprise. Donc, ça vient juste expliquer mon 5,5 dans mon tableau. Puis, dans ma pointe de tarte, j'ai pris juste les heures qui sont pour le bouvillon, les heures directes. Donc, j'exclus qui sont les heures en lien avec les cultures. Ils n'apparaissent pas, là, vous ne pouvez pas retrouver le 3,5 par rapport au tableau, qui inclut, lui, les heures des cultures et des bouvillons. Donc, c'est pour ça là, que vous voyez une différence entre les chiffres et le tableau. Mais c'est un peu plus détaillé, encore une fois, dans le rapport que vous allez avoir. Jean-François, dans le graphique également, tu as enlevé le forfait, là. Si je comprends, l'aspect forfait ne doit pas être dedans, là, j'imagine. C'est pour ça que tu as des plus d'heures. C'est que dans le fond, c'est seulement les bouvillons qui sont élevés par l'entreprise. J'imagine dans le graphique en distribution ici. Oui, c'est le cas également pour le tableau dans le 5,5. Dans un cas comme dans l'autre, tout ce qui est forfaitaire, ces heures-là ne sont pas présentes dans les informations qui sont à l'écran. OK, merci. Donc, je comprends, au niveau des actifs, j'avais pas mal présenté. J'étais rendu à dire qu'est-ce qui explique la variabilité qu'on observe dans les entreprises. Ben, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est l'âge de l'actif. Comme on est en valeur au livre, quand c'est un actif qui est acquis il y a plusieurs années, la valeur d'argent était moindre, puis il y a des amortissements qui sont pris dessus. Donc, la valeur en date du 31 décembre 2020 est plus faible. Puis, il y a l'élément aussi de taille des entreprises. Quand on a plus de bouvillons, les actifs sont répartis sur plus de têtes. Donc, c'est les deux éléments qui font varier là, les données que je vous présente aujourd'hui. Si je regarde au niveau de l'endettement, excusez-moi, au niveau de l'endettement, le court terme est équivalent, mais c'est vraiment au niveau du long terme qu'on a une hausse marquée de l'endettement. On a regardé, on a fait une analyse un peu plus approfondie des investissements faits par les entreprises. Puis il y a eu des investissements importants là, entre 2015 et 2020, notamment dans le fonds de terre, qui explique pourquoi que la hausse de l'endettement puis la hausse des valeurs. Donc,
Puis en termes d'avoir propre, ben, étant donné que l'endettement a augmenté, l'avoir propre a diminué. On ne se cache pas que ça crée le fait de doubler la dette par bouvillon, pratiquement, là, entre les deux études. Ça crée une pression, ça, sur la liquidité des entreprises. On ne se le cache pas. Encore une fois, ce n'est pas toutes les entreprises qui sont endettées au même niveau. J'en ai qui ont ils ont pratiquement juste l'endettement à court terme là, pour la marge de crédit pour l'achat des animaux. Et j'en ai qui ont de forts endettements, endettés à plus de 90% là, si on inclut le court terme et le long terme par rapport aux actifs qu'on avait en haut. Donc, c'est souvent la valeur marchande du fonds de terre là, qui supporte l'endettement de ces entreprises-là. Ça m'amène ça au niveau du coût de production. Jean-François, avant Oui. de passer, il y a encore une petite question de compréhension. Dans les heures travaillées pour les calculs de coût de production, quelle est la valeur utilisée? C'est le 5,5 avec culture ou juste le 2,5 juste le bovin? Je vais revenir pour la valeur, pour la rémunération, si je comprends bien la question. C'est une question que je suis en train de lire. Elle demande dans les heures qui sont travaillées, est-ce que c'est ce qui est retenu dans le coût de production, c'est l'ensemble des heures avec la culture ou c'est juste 2,5 pour le client? Je comprends. OK. Dans les résultats, pour le coût de production que je vais présenter, c'est vraiment le bouillon d'avantage et ses cultures. Donc, c'est le 5,5 qui est retenu pour rémunérer. La production de culture est associée, étant donné que la majorité des aliments sont consommés par les bouvillons. C'est vraiment les deux ateliers qu'on appelle qui sont inclus dans les résultats de coût de production. L'autre, c'était juste parce que ça enlève le fait de présenter les heures seulement pour les bouvillons, ça enlève de la variabilité parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui ont le même niveau de production de culture. C'est pour que ce soit plus facile à se comparer. Mais dans le coût de production, c'est vraiment le 5,5 qui est utilisé au final. Toutes les heures sont comptées. Parfait, merci. Donc, pour le coût de production, je dois faire un encart méthodologique là, pour inclure le coût de production qu'on considère, nous, c'est vraiment un coût de production complet. Donc, on prend au niveau des entreprises les déboursés monétaires, la première section. C'est vraiment tout ce qui est un peu plus les factures des entreprises, tant au niveau des intrants, les salariés, la machinerie, etc. On prend l'ensemble des comptabilités des entreprises là, pour prendre les déboursés monétaires. On ajoute à ça les amortissements qu'on calcule sur une base linéaire. Donc, ce n'est pas nécessairement l'amortissement qui est aux états financiers, qui lui est sur une base dégressive. Donc, un actif qui était acquis il y a plusieurs années, mais qui est encore dans sa vie utile, nous, on va tirer un amortissement linéaire de ça, le même montant à chaque année, tant que l'actif est utilisé par l'entreprise dans la vie utile de l'actif. Finalement, l'autre élément qu'on ajoute pour obtenir le coût de production, c'est la rémunération du travail et de l'avoir. Au niveau du travail, on a un cadre méthodologique rigoureux qui est défini par le cadre ASRA, là, par la financière agricole. Donc, il y a 3 catégories de travailleurs. Ça correspond aux 3 catégories d'heures que j'ai présentées plus haut. Pour les salariés, c'est assez simple. On prend les heures observées et la rémunération qui est observée. Donc, c'est assez simple à ce niveau-là. Pour la famille, lorsqu'il y a un salaire de versé, on le conserve. Et s'il n'y a aucun salaire qui est versé, on attribue le salaire minimum. Donc, toutes les heures, encore une fois, sont comptées. C'est juste que s'il n'y avait pas de rémunération observée, on vient en ajouter une. Pour l'exploitant, qui avait une rémunération observée ou non, nous, on attribue aux exploitants le même salaire, donc une rémunération d'un peu plus de 70 000 pour un exploitant à temps plein, qui correspond à environ 3 000 heures là, de travail, ce qui est la moyenne des exploitants à temps plein qu'on a observé en 2020. Donc, c'est le même taux qui est utilisé à tout le monde, le même taux horaire, puis après ça, selon le nombre d'heures que chaque exploitant fait, une rémunération est attribuée. Finalement, pour compléter mon coût de production et les résultats que je vais vous présenter, on doit faire certains ajustements de normalisation. C'est pour respecter ça, les normes, le cadre du programme ASRA.
Le modèle que je vous présente aujourd'hui va être appliqué pendant 5 ans, de 2022 jusqu'à 2027. Donc, on doit faire des ajustements statistiques, climatiques, entre autres, pour qu'une bonne ou une mauvaise récolte ne vienne pas influencer les résultats. Donc, c'est le premier ajustement qu'on a fait en 2020, étant donné la sécheresse et des rendements un peu plus bas que la moyenne. On est venu ajuster ces rendements-là. Et les ajustements de cohérence, le principal dans le secteur du bouvillon, c'est que pour les cultures associées, donc tout ce qui est soya, maïs, grain, tout ce qui est vendu n'est pas vendu au prix de marché. C'est vendu à l'équivalent du coût de production. Donc, on ne garde pas la marge pour le soya, on ne garde pas la marge pour le maïs qui est vendu. On conserve les coûts, puis pour les ventes, on fait un équivalent des coûts de production pour ne pas que ça vienne influencer les compensations du bouvillon. Donc, c'est un ajustement quand même important pour votre secteur. Donc, au niveau du coût de production, je le présente en 2 temps. D'abord, pour ce qui est déboursé monétaire et amortissement. Donc, on a un coût de production par rapport à 2015 indexé. Pour expliquer un petit peu c'est quoi 2015 indexé, c'est le modèle de l'étude qu'on a fait en 2015. À chaque année, la financière agricole suit l'évolution des prix des différents intrants, l'alimentation, l'achat de veau, etc. Donc, on arrive à un coût de production pour chacune des années qui est utilisé pour les compensations. Donc, ça, c'est le modèle de la dernière étude pour l'année 2020, qui est comparable en termes monétaires là, à ce qui est observé en 2020. Donc, le coût de production est à 627 dollars par 100 kilos de gain ou 6,27 du kilo, là, dépendamment comment vous êtes habitué de voir l'information, qui est un petit peu plus bas que le coût de production appliqué par la financière en 2020. Encore une fois, on a une bonne variabilité là, en termes de coût du kilo de 100 kilos. On est à 550 dollars et moins jusqu'à 700. Donc, selon l'alimentation, les cultures produites, etc., il y a plein de facteurs là, qui influencent le coût de production. Je vais m'attarder un petit peu plus longtemps aux principaux écarts. Vous ne serez pas surpris, j'ai l'impression de me répéter un peu, là, mais c'est vraiment l'effet des cultures qui est venu influencer la structure de coût. Au niveau des intrants, on a plus des superficies, on a plus d'intrants culture. Et en contrepartie, au niveau des aliments achetés, on observe une baisse là, par kilo produit, entre autres avec la conversion alimentaire qui s'est améliorée, mais aussi avec une proportion plus importante d'aliments produits. Je vous ai dit que l'endettement avait augmenté, donc évidemment, les frais financiers vont de pair avec le constat. Au niveau des amortissements, c'est tout ce qui est en lien avec la production de culture, les machineries qui viennent faire une hausse là, des amortissements. Le dernier point, encore une fois, c'est au niveau des sous-produits. En termes de tonnage, on a quand même pratiquement 2 fois plus de maïs et de soya qui sont vendus que la dernière étude. Donc, on a les coûts dans les intrants, dans les amortissements, mais également, on a une portion de revenus, je le répète, qui sont considérés à leur coût de production et non pas aux revenus de vente. Donc, ça fait 22 $ de plus de sous-produits dans l'étude. C'est vraiment la structure de coût qui a changé. Au global, ça a diminué un petit peu, mais poste par poste, on voit des modifications quand même importantes. Donc, j'ajoute à ça mes ajustements de rémunération du travail. On a vu que les heures étaient un petit peu plus élevées globalement. Puis c'est principalement au niveau là, de la rémunération des exploitants qu'on voit une hausse des heures et une hausse de la rémunération. On avait vu une baisse des heures salariées, donc évidemment, on a un petit peu moins d'heures, mais globalement, on a environ le même montant de rémunération, un petit peu plus élevé, du travail et de l'avoir propre. Donc, un coût de production à 666 $ du 100 kg ou 6,66 $ du kilo, en baisse là, de 3 sous du kilo par rapport à la dernière fois. On a observé un petit peu d'écart aussi au niveau des revenus de vente, mais très peu, c'est pratiquement pareil.
Donc, encore une fois, le coût de production, ça varie là, pas du simple au double, mais un bon 50% entre les plus faibles et les plus élevés. Donc, vous voyez la distribution des coûts de production. Je vous incite, si vous ne le faites pas déjà, à calculer le vôtre pour pouvoir bien vous situer par rapport à la nouvelle étude et aux compensations qui vont être versées par ces études-là. Donc, si je le mets graphiquement, puis on va regarder aussi à travers le temps, pour l'étude 2020, quand on parle de dollars du kilo, on a une légère baisse par rapport à ce qui était retenu ou ce qui a été utilisé en 2020 par la financière agricole. Au fil du temps, on a vu une évolution. Ce qui est important à constater dans tout ça, c'est beaucoup l'écart entre le prix du marché qui est en noir et le coût de production ou le revenu stabilisé. Non, c'est le coût de production qui est en vert. Donc, le revenu stabilisé est basé sur l'écart ou la compensation est basé sur l'écart entre le prix de marché et le coût de production. Donc, on arrive à des niveaux qui sont similaires un peu aux années 2012 et 2013. Puis, en termes de compensation globale, on a une légère baisse là, de la couverture du programme ASRA par rapport au modèle qui était utilisé là, de l'étude 2015. Je le répète encore, on ne dit jamais assez souvent, on veut vraiment remercier tous les producteurs qui ont participé à l'étude, qui ont répondu à nos questions, puis également tous les membres du comité sectoriel qui nous amènent des excellents points, qui orientent nos validations, puis s'il y a des particularités au niveau de l'étude, sont toujours présents pour amener leur expertise terrain. Donc, c'est toujours très apprécié à ce niveau-là. On les en remercie. Donc, tous les résultats dont j'ai fait le survol aujourd'hui, ça va être disponible sur notre site Internet. On a présentement un sommaire qui est présenté. Vous allez voir le rapport complet qui est en finalisation. Là, il va être disponible d'ici la fin janvier, que je vous incite à aller consulter si vous avez d'autres questions.